Notre intervention repose sur la conviction qu'une gestion contributive des ressources humaines découle de sa capacité de construire du sens et à être profitable à chacun et chacune en suscitant engagement et collaboration. La réciprocité, être profitable à chacun et chacune. C'est dans la conciliation des aspirations légitimes de l'organisation et de l'employé que se fonde un contrat de travail sain. L'organisation est soumise à des contingences économiques, technologiques et sociétales qui en affectent significativement le fonctionnement et les résultats. Depuis le début du siècle, la globalisation des marchés, l'expansion fulgurante des technologies de l'information, le vieillissement accéléré de la population, les considérations environnementales et une grande diversité culturelle ont profondément modifié notre paysage. Nous avons pris conscience qu'une organisation doit maintenant s'ouvrir au monde comme jamais. L'employé est lui aussi soumis aux mêmes contingences, ce qui le contraint à s'adapter plus rapidement que toutes les générations de travailleurs qui l'ont précédé. Le marché de l'emploi et les milieux de travail ne sont plus les mêmes. Il ne suffit plus de décrocher un diplôme, se faire embaucher par une bonne organisation et travailler avec ardeur pour que la carrière se déroule sans problème jusqu'à la retraite. Pourtant, le travail demeure un facteur essentiel pour combler les besoins fondamentaux de l'employé. Pour son propre bien-être, il doit lui-même prendre en main sa vie professionnelle. Le rôle de l'organisation n'est plus de lui indiquer comment y parvenir. En réponse aux contingences, l'organisation se centre sur la compétitivité de ses opérations. Au plan des ressources humaines, la compétitivité implique surtout la nécessité de se distinguer par un savoir-faire et une productivité supérieure. L'organisation exige alors que ses employés actualisent leurs compétences, développent leur adaptation au changement et augmentent leur capacité de réaliser, aussi bien en quantité qu'en qualité. Malgré cela, les contraintes peuvent devenir telles que l'organisation soit acculée à des transformations radicales, où certains d'entre eux n'y trouvent plus leur place. Dans ce contexte de liens éphémères, la sécurité d'emploi ne se vit plus pour l'employé à travers son appartenance à une organisation solide. Elle s'exprime plutôt par une forme de compétitivité professionnelle découlant du développement de son expertise d'un emploi à l'autre. L'employé s'associe alors successivement à différentes organisations offrant à ses yeux un climat de travail agréable et les meilleures opportunités de s'accomplir au plan professionnel. D'une part, l'organisation veut disposer à sa guise d'employés compétitifs. D'autre part, ceux-ci souhaitent que leur compétitivité professionnelle se traduise par une forme de sécurité professionnelle, indépendante des milieux de travail où elle se construit. La conciliation de ces deux aspirations légitimes ne se fait pas sans concession. Par exemple, pour l'organisation, ne pas offrir de sécurité d'emploi implique qu'elle s'expose à moins de fidélité de la part de l'employé,
lequel peut décider de quitter pour de meilleures opportunités. De même, pour l'employé, bénéficier d'opportunités de développement et d'accomplissement requiert de sa part l'effort d'y performer à la hauteur des attentes de l'organisation. S'il n'y a pas de bris de contrat, c'est-à-dire si l'organisation obtient un employé compétitif et que celui-ci peut s'y accomplir dans un climat serein, la conciliation des aspirations se réalise et répond à la fois aux contingences de l'organisation et aux besoins de l'employé. L'organisation peut-elle véritablement contribuer à accroître la compétitivité professionnelle de l'employé? Est-il possible que le bénéfice qu'en retire l'organisation se prolonge après le départ de l'employé? Nous avons la conviction que oui. L'organisation peut agir et en bénéficier à long terme, même lorsque l'employé aura quitté. Voici comment. La personne regarde plus loin que le poste qu'elle occupe. Elle conçoit son passage dans l'organisation comme un tremplin pour sa carrière, qu'elle n'hésite plus à réorienter tout au long de sa vie active. Au même titre que les organisations d'aujourd'hui vivent des bouleversements profonds et rapides, la personne connaît des cycles semblables aux saisons sur tous les plans de sa vie professionnelle. Le printemps représente toutes les situations de renouveau, l'entrée sur le marché du travail, l'amorce d'une nouvelle carrière, l'obtention d'un nouvel emploi ou une mutation au sein de la même organisation. Il s'agit d'un temps de promesse où on reconnaît le potentiel de la personne alors que tout reste à accomplir. L'été représente la longue période au cours de laquelle la compétitivité professionnelle se développe. C'est à ce moment que se pose le défi de cohabitation, d'un apprentissage nécessaire et des impératifs opérationnels. Il s'agit d'un temps d'épanouissement où la personne déploie tous ses talents pour lui permettre d'apprendre, sans être un fardeau pour l'organisation, mais plutôt un atout pour celle-ci. L'automne représente la maturation achevée, la personne ayant acquis l'essentiel de l'expertise à sa portée dans les circonstances. L'enjeu consiste alors à maintenir l'intérêt chez une personne qui peut avoir le sentiment de ne plus rencontrer de défis. Il s'agit du temps des récoltes que l'organisation voudrait voir profiter à elle-même plutôt qu'à une autre. L'hiver représente la fin d'un cycle, un moment charnière qui apporte son lot de tension et d'anticipation. La personne est de moins en moins présente à son travail. Elle aspire à autre chose et devient moins profitable à l'organisation dans son rôle. Il s'agit d'un temps d'abandon où se profile un changement nécessaire, un nouveau printemps. Plusieurs saisons peuvent cohabiter simultanément chez la même personne. Par exemple, nous avons un mécanicien âgé de 40 ans, à l'apogée du métier qu'il peut exercer chez nous. Il se situe à l'automne. Nous désirons lui accorder une promotion à titre de contremaître, car nous estimons qu'il présente les qualités requises pour encadrer les nombreux jeunes engagés après lui. Dans ce nouveau poste, il se retrouve au printemps. Pour ce faire, il quitte une situation de confort. On lui fait vivre une transition où il doit faire le deuil de sa position de copain qu'il troque pour celle de patron. Sous cet aspect, c'est l'hiver pour lui. Ce qui l'attire dans son nouveau poste, ce n'est pas le rôle de superviseur, mais la perspective de travailler moins dur, car c'est cela qu'il souhaite pour la suite de sa vie active. Sa préférence irait plutôt pour acquérir une formation spécialisée, en instrumentation et contrôle par exemple,
ce qui lui permettrait d'effectuer un travail technique moins exigeant physiquement. Le succès de son entrée en fonction nécessite qu'on prenne en compte tous ces éléments pour concilier ses aspirations à celles de l'organisation. Examinons maintenant comment. Il est possible de faciliter la période d'adaptation vécue par la personne au printemps. Le processus de recrutement vise d'abord à sélectionner la bonne personne, tant au plan des compétences que de ses aspirations. Il est risqué de recruter une personne ambitieuse dont nous savons qu'elle ne pourra pas satisfaire ses aspirations chez nous. Elle songera à partir dès qu'une opportunité se présentera. Ce n'est guère mieux d'embaucher une personne compétente, mais qui n'acceptera pas de se développer davantage pour répondre aux besoins futurs. Le recrutement est donc l'occasion d'initier immédiatement une relation propice à la communication des attentes respectives ainsi qu'à l'encadrement des défis et difficultés. L'intégration en emploi permet d'abord d'initier la personne aux pratiques usuelles de l'organisation et aux ressources mises à sa disposition. Il importe aussi de l'introduire auprès des intervenants clés afin de lui permettre de participer aux jeux d'influence qui interviennent dans la gouvernance des dossiers qu'on lui confie. Il peut aussi être judicieux de lui assigner un collègue, un parrain en quelque sorte, chargé de le familiariser avec les relations et les règles du jeu de l'organisation informelle, celle qui décide et qui exécute. La durée de la période de probation correspond habituellement au délai nécessaire à une personne qualifiée pour acquérir l'aisance requise, afin d'effectuer son travail selon les attentes dans la plupart des situations courantes. Le succès de cette période dépend grandement de la qualité de l'encadrement d'exécution, c'est-à-dire la communication des directives, l'accompagnement dans l'action et la rétroaction sur le déroulement et les résultats. Une fois l'adaptation achevée, s'amorce la phase d'actualisation, dont la durée varie d'un poste à l'autre, d'un individu à l'autre. Par exemple, on observe habituellement qu'un jeune professionnel peut avoir besoin d'environ 5 années d'expérience avant de devenir pleinement qualifié et autonome dans son champ d'expertise. Ce parcours n'est pas facile et il arrive parfois que dans un contexte donné, certaines personnes ne parviennent pas à compléter cette étape. C'est ici que la formation, le coaching et une supervision aidante peuvent faire toute la différence. Maîtriser son rôle constitue la priorité de cette période. La personne doit acquérir toutes les habiletés requises à l'exercice autonome de ses fonctions. Cela lui demande d'abord la lucidité nécessaire pour identifier ses lacunes, l'humilité de les reconnaître et la volonté de les combler. C'est à travers ce regard sur soi que la personne se responsabilise face à son propre développement. Au cours de cette période, le patron joue à l'équilibriste. D'une part, il doit contribuer à établir un climat permettant à la personne d'exprimer en toute confiance ses lacunes, ses défis et ses besoins de soutien ou de formation. D'autre part, il doit encadrer la personne de façon à ce qu'elle suive une courbe d'apprentissage acceptable, c'est-à-dire que l'autonomie s'installe de façon progressive et que la performance observée
rencontre les attentes convenues au fil du temps qui passe. En somme, l'autonomie ne suffit pas. C'est en parvenant à accomplir et à se dépasser que la personne concrétise véritablement la maîtrise de son rôle et que peut se développer sa compétitivité professionnelle. Il arrive parfois que la personne n'y parvienne pas, et il faut alors se résigner à considérer qu'elle n'est peut-être pas à sa place. Mais le plus souvent, cette éventualité survient lorsque la personne ne collabore pas. Or, la collaboration est essentiellement le fruit d'une décision que même les personnes les plus performantes se refusent parfois de prendre. Les motifs de ce refus peuvent avoir des sources multiples. D'abord, toute personne présente des traits qui témoignent d'une plus ou moins grande confiance en elle-même et aux autres, ce qui la prédispose à rechercher la proximité ou l'isolement, et peut induire chez elle le désir de participer activement au succès collectif, de rechercher un succès personnel éclatant, ou encore le besoin de se réfugier dans l'anonymat. La collaboration constitue en définitive une réaction d'adaptation à une situation donnée. En ce sens, une personne peut bien collaborer dans un certain contexte, alors qu'il peut en être tout autrement selon la nature des attentes à son endroit, l'autorité qui lui est accordée, les moyens mis à sa disposition, de même que la qualité des rapports avec son patron et ses collègues. La difficulté pour le patron consiste alors à exiger avec constance un même engagement de collaboration de la part de tous, et ce, même chez la personne qui obtient d'excellents résultats en travaillant de façon solitaire ou en bousculant les autres par l'imposition de ses propres priorités et exigences. Cette constance constitue la clé du succès. La constance dans l'expression claire de ses attentes à l'égard de la collaboration, la constance dans son effort de souligner les belles collaborations qu'il observe dans son service, et la constance dans ses interventions pour améliorer les rapports interpersonnels. Ces interventions peuvent inclure, s'il le faut, le fait de sanctionner les personnes qui refusent d'adopter une saine attitude, et ce, malgré leur bonne performance dans l'exécution de leurs tâches. La collaboration constitue ainsi une composante à part entière de la performance attendue par l'organisation et, par le fait même, un aspect important de la compétitivité professionnelle de l'individu. Si tout se passe bien, la période d'actualisation se poursuit jusqu'à ce que la personne se sente pleinement confortable dans son rôle. Elle reste alors en poste et continue de performer de façon constante, sans rien attendre de plus. La durée de ce répit varie d'une personne à l'autre, en fonction de ses aspirations et de l'urgence qu'elle ressent à les satisfaire. Il vient un moment où l'écart devient inconfortable entre les aspirations de la personne et sa capacité d'y répondre dans son travail. C'est alors que la phase de saturation se manifeste. La personne se met à la recherche de nouvelles possibilités, d'abord en outrepassant les limites de son poste en action ou en influence. Ce changement n'est pas toujours observable au début, mais ses effets ne tardent pas à se faire sentir à travers des initiatives personnelles, une remise en question des tâches dévolues et la demande de nouvelles responsabilités. Si la réponse de l'organisation ne satisfait pas la personne, celle-ci se détache progressivement de son travail. Sa performance et ses relations avec ses collègues risquent d'en être affectées. Elle peut même quitter pour un autre emploi. Lorsque cette éventualité se réalise, il s'agit d'une perte sèche pour l'organisation, une perte qui peut s'avérer coûteuse. Dès le moment où la personne manifeste son désir de renouveau, il est important pour l'organisation de s'interroger sur la meilleure façon d'y répondre de façon profitable pour tous, ce qui implique le partage de son expertise. Habituellement, la personne est plutôt favorable à cette option, car cela lui permet de se sentir utile aux autres, ce qui redonne du sens à son travail.
L'organisation dispose alors d'au moins 3 options, applicables simultanément ou en séquence, selon les priorités organisationnelles ou leur facilité d'application pour la personne. La plus simple consiste à permettre à la personne d'agir comme mentor auprès d'un employé plus jeune. Ce rôle implique l'établissement d'une relation de confiance, où la personne se rend disponible pour guider le jeune employé dans la résolution des difficultés qu'il rencontre et répondre aux préoccupations qui l'habitent. Une autre façon est de demander à la personne de participer à l'entraînement à la tâche dans le cadre de changements technologiques, de la révision des processus d'opération ou lors de l'embauche d'un nouvel employé. Finalement, si la personne présente le potentiel nécessaire, elle peut également devenir formateur interne, ce qui l'amène à se perfectionner afin d'être en mesure de transmettre des contenus de formation, les choisir ou encore les élaborer elle-même. L'enjeu pour l'organisation est d'accroître sa compétitivité opérationnelle par la transmission de l'expertise entre les générations de travailleurs, alors que pour la personne, cette opportunité lui permet de se rendre utile autrement, tout en accroissant sa compétitivité professionnelle. La conciliation de ces aspirations est donc au cœur du succès de la phase de saturation. Le nouvel équilibre ainsi créé s'apparente au répit observé au cours de la période d'actualisation et peut se prolonger durant un bon moment, de façon profitable pour tous. Mais tôt ou tard, la personne développe de nouveaux intérêts et ses aspirations échappent aux possibilités de son travail, pour l'entraîner dans une phase de ressourcement, un moment charnière où se joue son avenir dans l'organisation, sur fond d'un changement inévitable. Il est alors tentant de muter la personne dans une nouvelle équipe, en espérant qu'un changement d'environnement puisse raviver son intérêt. Cela ne peut pas avoir un effet durable, à moins de s'accompagner d'un changement de rôle qui réponde mieux à ses aspirations. Pour ce faire, il n'est pas toujours nécessaire de sortir de ses champs de compétences usuels. Il suffit parfois à un technicien ou un ingénieur de quitter l'imprévu et le rythme rapide d'un emploi de production pour se retrouver dans le cadre rigoureux et normatif du contrôle de la qualité ou encore dans l'environnement de pointe du département de recherche et de développement. De même, certaines personnes se sentent plus à l'aise dans un rôle de bon exécutant ou d'expert que dans celui d'un superviseur ou d'un gestionnaire de programme. Que ce soit ou non dans le cadre formel d'un affichage interne, la personne et l'organisation ont tout avantage à considérer un tel changement en le soumettant aux pratiques usuelles d'évaluation et de sélection appliquées lors du processus de recrutement d'un tel emploi. Dans ce contexte, même si l'organisation décide d'accorder la mutation à une personne qui ne rencontre pas tous les critères habituels de sélection, cela s'effectue en toute connaissance de cause des limitations, compromis et défis qui en découlent. Cette prise de conscience, tant chez la personne que dans l'organisation, est essentielle au succès d'une mutation dans un nouveau rôle. Il arrive malheureusement que la personne ne parvienne plus à fonctionner sainement dans l'organisation et qu'elle doive alors se trouver un nouveau milieu. Idéalement, la personne en prend conscience elle-même, se met en recherche d'un nouvel emploi et y parvient assez rapidement pour que la situation ne se détériore plus pour elle et ne perturbe pas l'organisation. Lorsqu'elle doit éveiller l'employé à la nécessité pour lui de partir, l'organisation souhaite évidemment qu'il soit possible de s'entendre sur la situation et les gestes à poser. Il s'agit toutefois d'une démarche délicate, qui se heurte souvent à la charge émotive provoquée par des tensions accumulées depuis plusieurs mois.
Si on peut s'attendre à une réaction de déni et de refus de la part de la personne, celle-ci ressent également un certain soulagement de voir quelqu'un prendre en main cette situation inconfortable dont elle ne parvient pas à s'extraire. Que la personne s'exprime vivement ou semble passive n'est pas une mesure de l'intensité des sentiments ressentis, mais plutôt une réaction d'adaptation qui lui est propre. La perte d'un emploi demeure toujours un des événements les plus stressants de l'existence. Il ne s'agit pas d'encourager ou de refréner une réaction chez la personne, mais plutôt de maintenir la rencontre dans un climat le plus serein possible et de garder le cap sur le message à livrer. Celui-ci comprend essentiellement, premièrement, la personne ne rencontre plus les attentes de l'organisation. Deuxièmement, il n'y a pas dans l'organisation un autre poste adéquat pour elle qui soit disponible. Troisièmement, elle doit quitter l'organisation. Quatrièmement, voici le soutien que l'organisation lui accorde en termes de préavis, d'indemnité, de soutien à la recherche d'emploi, etc. Bien traiter la personne à son départ est profitable. L'organisation aide véritablement la personne à faire face au défi de sa perte d'emploi. Elle se prémunit contre d'éventuels recours légaux et elle préserve sa réputation de bon employeur, alors que ses autres employés observent le soutien auquel ils pourraient s'attendre en de telles circonstances. Rappelons-nous que lors d'une mise à pied, il faut porter attention à ce que vivent les collègues, ceux qu'on appelle les survivants. L'organisation compte sur eux plus que jamais. Si c'est bien dans la conciliation des aspirations légitimes de l'organisation et de l'employé que se fonde un contrat de travail sain, c'est aussi dans le soin accordé à celui-ci, jusqu'à sa conclusion, que l'on reconnaît les meilleures organisations.